Le crime de Rouletabille, d'après Gaston Leroux. Adaptation, Stéphanie Reynaud et John Mack. Interprétation, Patrick Blandin, Patrick Martinez-Bourna, Philippe Collin, Stéphanie Reynaud, Frédéric Chevaux. Un programme Maurice Clément-Fèvre. Dans l'ombre avec son compagnon, il suit l'escorte. Il s'arrange pour en faire partie. Tous deux semblent être là par ordre avec ses gardes du corps et cette valetaille militaire que les pas de l'empereur du feu traînent toujours derrière lui. Si on interroge Rouletabille, il a une réponse toute prête où se formulera la consigne reçue d'accompagner partout le souverain d'Essen dans le cas, justement, où le feu oublierait sa servitude. 2 pompiers, armés de bombes extinctrices, sont une sécurité, même pour le diable, si celui-ci, pour venir sur la terre, s'est déguisé de chair humaine. On ne fait donc pas attention aux pompiers qui, eux, font attention à tout. Et voilà que l'on se trouve en face du laboratoire d'énergie. La troupe pénètre dans le pavillon central sur le seuil duquel l'ingénieur en chef Hans reçoit son maître. On traverse des salles où se poursuivent actuellement des travaux que n'auraient point renié l'orgueil et l'audace des alchimistes. Le radium ne va-t-il pas permettre un jour prochain de réaliser tous les rêves de la science occulte au Moyen-Âge ? C'est ce qu'explique celui qui sait tout. Tandis que les autres peuples s'attardent encore à des travaux sur la découverte récente de la dématérialisation de la matière, ici on travaille à la rematérialisation. Au lieu de suivre la chaîne des transformations successives de la matière rayonnante qui se font toujours par dégradation successive d'énergie, ceux qui travaillent ici sont en train de la remonter physiologiquement. Prendre les particules élémentaires des matériaux ultimes, avec lesquels est construit notre monde matériel, et reconstruire l'édifice du monde à sa guise. Un monde qui n'obéirait plus aux règles ordinaires de la physique. Refaire le monde. Voilà le rêve du monstre qui a mis le bon vieux Dieu dans sa poche. Écoutez le damné. Si déjà il est certain qu'en prenant un à un les atomes individuels et en les maniant avec des doigts de fée, on peut imaginer de les trier assez adroitement pour refaire, avec l'énergie de déchets, de l'énergie bonne à quelque chose, à plus forte raison en choisissant dans les matériaux qui sont entrés dans la structure de l'atome, devrions-nous pouvoir les engager en des combinaisons nouvelles qui permettraient la restauration de l'énergie utile. Où en sont à l'heure actuelle ces travaux ? Excellences, messieurs, il ne m'appartient pas encore de vous le dire, mais en attendant que nous puissions recréer le monde, déclare avec un sourire hideux l'Antéchrist, nous allons continuer de vous montrer ce que nous avons fait pour le détruire. Oui. Si je vous ai rassemblés ici, c'est pour que vous puissiez dire au monde que nous avons son sort dans notre main, et que notre main n'a qu'un signe à faire pour que les plus riches cités de la terre, avec leurs habitants et leurs civilisations, disparaissent en quelques minutes, et cela sans que nous ayons à sortir d'ici. À cette formidable parole, un frisson parcourut visiblement l'assemblée. Mais l'empereur avait fait un signe et Hans avait ouvert une porte qui donnait sur un couloir. Tous s'y engagèrent derrière l'homme. On arriva ainsi dans un laboratoire assez vaste, celui-là même dans lequel avait travaillé Mallet. Ce laboratoire était séparé en plusieurs parties, formant dans chaque coin de véritables cabinets particuliers, fermés soit par des rideaux, soit par des portes. L'un de ces petits laboratoires avait sa porte vitrée et les vitres en étaient éclairées par une lumière d'un rouge vif. Quand tout le monde fut rassemblé dans la pièce centrale, l'empereur dit à mi-voix en montrant la porte vitrée : « Vous allez regarder à travers cette vitre, et vous verrez un homme qui travaille à une chose admirable, au remède universel issu du radium. Vous avez dû déjà entendre parler de cet homme, c'est un génie. Il s'appelle Théodore Fulbert.
C'est un Français. Il est notre prisonnier. Je n'ai point voulu que les hasards et la guerre interrompissent le cours d'une œuvre destinée à guérir tous les maux de l'humanité, si l'humanité consent à être guérie. Et nous avons mis notre laboratoire à sa disposition. Vous voyez que nous ne sommes point tout à fait des barbares. » Ayant dit, il s'approcha lui-même de la porte et se pencha sur les vitres. Puis il se retourna et fit signe aux autres d'approcher. Déjà, le mouvement en avant avait commencé quand il s'arrêta brusquement. Quelques invités même reculèrent. C'est qu'au carreau de la porte était venue subitement se coller une figure étrange et fantastique, des yeux de feu, une bouche grimaçante, un front vaste, tourmenté, creusé de rides profondes, encadré par une chevelure dont les mèches blanchies s'entremêlaient et se tordaient comme sur une tête de gorgone. Et toute cette physionomie que semblait agiter la plus sombre fureur flamboyait dans la lumière rouge du laboratoire et apparaissait, sublime comme le génie, et terrible comme la folie. L'empereur lui-même, à cette apparition, avait fait un pas en arrière. La figure farouche s'était tournée vers lui et le brûlait de son affreux regard. Alors, l'empereur, comme pour railler lui-même le mouvement instinctif qu'il avait fait reculer, dit à voix haute : « Monsieur Théodore Fulbert n'aime décidément pas qu'on le dérange dans son travail. » Aussitôt, des cris insensés éclatèrent derrière la vitre. « Assassin ! Assassin ! Assassin !» Chapitre 17. Le plus grand chantage du monde. Chose singulière, devant ces clameurs, le monarque d'Essène ne se troubla ni ne manifesta de colère. Il désigna d'un doigt impérieux la porte derrière laquelle Fulbert continuait de se démener et de hurler, et Hans ouvrit cette porte. Aussitôt, Fulbert se rua et puis s'arrêta brusquement sur ses jambes flageolantes. Ainsi, la bête fauve sort en bondissant de sa cage pour entrer dans le cirque et suspend soudain son élan devant les visages innombrables et inattendus des spectateurs. Fulbert regarda comme hébété ces officiers, ces diplomates, ces ingénieurs, ces journalistes, toute cette troupe chamarrée qui entourait le dompteur. Sans doute se demandait-il dans sa pensée confuse pour quel dessein obscur on le produisait tout à coup en liberté devant une aussi exceptionnelle escorte. Mais le lion en fureur ne saurait réfléchir longtemps, et Fulbert, secouant sa crinière chenue, se reprit à rugir. « Assassin ! Assassin ! Assassin !» Déjà des gardiens s'élançaient, mais l'empereur, d'un geste terrible, les immobilisa. « Laissez parler cet homme !» Or, cet homme parla. Il dit : « Voilà l'assassin du monde. Prenez garde. Si vous ne tuez pas le monstre vous tuera. Et surtout, prenez bien toutes vos précautions. Ne vous laissez pas prendre comme moi. Comme il a pris ma fille. Comme il a pris mon gendre. Sa Majesté a le bras long et la main sournoise. Vous vous croyez en vérité dans un coin caché aux autres hommes, mais c'est là justement qu'il ira vous chercher, et il vous amènera ici, pieds et poings liés dans sa forge. Il vous fera travailler pour lui nuit et jour, de gré ou de force. Et si vous refusez, il inventera des supplices auxquels vous ne pourrez peut-être pas résister. Prenez garde! Prenez garde! Si vous avez une fille, il torturera votre fille. Et si vous avez le courage maudit de laisser martyriser votre enfant sous vos yeux, sans livrer votre secret, il fera descendre le fiancé de votre fille dans le cachot où la malheureuse agonise, et alors, le fiancé parlera et travaillera pour cet homme. Et le monde pourra trembler, car le secret aura été livré. Le secret qui doit tuer la guerre, parce que lorsqu'on possède un secret pareil, il n'y a plus de guerre possible. Oui, moi, c'est moi, Théodore Fulbert. Vous avez bien entendu parler, n'est-ce pas, de Théodore Fulbert? Un savant innocent qui était l'ami de tous les hommes. C'est moi qui avais trouvé un engin formidable.
Eh bien, le monstre me l'a volé. J'ai tué la guerre, mais au profit du monstre. Si vous ne le tuez pas, tremblez, car je vous le dis, il vous tuera ou vous serez réduit en servitude. Comment peut-il encore exister? Il vous dévorera. Je vous dis qu'il vous dévorera. Arrachez-lui donc le cœur et jetez-le aux chiens. Assassin! 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 L'empereur avait-il souri? Haussé les épaules? Ricané? Il suffit d'un tout petit geste de l'adversaire détesté pour décupler soudain la rage d'un animal dont le sang déjà bouillonne. Toujours est-il que Fulbert, perdant tout aspect humain, se précipita tout à coup sur l'empereur avec l'élan furieux d'une bête bavante, à la mâchoire altérée de sang et aux ongles meurtriers. Cette fois, il ne fut que temps d'intervenir et 2 gardiens ne furent point de trop pour maintenir le vieillard et refermer à clé la porte sur lui. « Cet homme est fou !» proclamèrent tous ceux qui accompagnaient l'empereur, mais l'empereur dit « Non, il n'est point fou. Il n'est point fou, mais simplement furieux du bon tour que je lui ai joué et que je vais vous faire connaître. » Il entraîna sur ces paroles encore énigmatiques pour beaucoup tout son monde dans la salle où l'on avait pénétré en premier et où l'on se trouvait à l'abri des clameurs, des gémissements et des malédictions de Fulbert. Et là, ayant allumé en souriant une cigarette, il commença. « Monsieur Fulbert est si peu fou qu'il ne se vante nullement lorsqu'il dit avoir trouvé un engin tel qu'il n'y a pas de guerre possible contre celui qui le possède. Lorsque je me suis emparé de Fulbert et de ceux qui travaillent avec lui, c'est-à-dire de sa fille et du fiancé de sa fille, Fulbert, comme il vous l'a fait entendre dans son langage de prophète de malheur, inspiré par la plus basse haine, était sur le point de déchaîner contre moi et contre l'Allemagne la foudre la plus cruelle qu'un cerveau humain ait jamais pu concevoir. Cette foudre, je la lui ai ravie, et c'est à moi qu'elle va servir. N'est-ce pas de bonne guerre? Aussitôt, ceux qui étaient là ne trouvèrent plus de termes pour exprimer leur admiration, mais l'empereur, d'un geste, rétablit le silence et continua. L'engin, c'est moi qui l'ai, et je vais vous le montrer, et vous allez comprendre la fureur de Fulbert. Et mon calme à moi, et mon pardon, car je pardonne à cet homme qui a voulu détruire mon pays, mais qui a fourni finalement les moyens à la culture allemande de répandre ses bienfaits sur le monde. Comme l'a voulu Fulbert, messieurs, son engin sera un engin de paix, mais de paix dicté par l'Allemagne, pour les plus grands bonheurs de l'humanité. Encore un mot, messieurs, avant de continuer notre chemin. Fulbert n'est pas fou, mais c'est un menteur. Pour avoir son secret, nous n'avons torturé personne. Sa fille, qui n'a jamais eu une très bonne santé, se porte aujourd'hui aussi bien que possible et est traitée en amie par la fille même de l'ingénieur Hans, nièce du général von Berg. En même temps que l'on vous fera voir la machine infernale qui va nous faire les maîtres de la terre, on vous présentera celui qui a livré le secret de Fulbert. C'est son aide, le Polonais Serge Kaniewski, cet anarchiste qui a été condamné par les tribunaux français à 5 ans de prison pour avoir simplement tenu des propos qu'il a niés. Vous comprendrez que Kaniewski ne porte point la France dans son cœur et qu'il ne nous a fallu aucun effort pour le déterminer, moyennant une petite fortune, à nous aider à détruire Paris. Détruire Paris? Votre Majesté va détruire Paris? Je détruirai tout ce qui me résistera. Venez, messieurs. Pendant que l'empereur parlait ainsi, Fulbert, à l'autre bout du laboratoire, écroulé la tête dans les mains sur les carreaux du vaste fourneau du laboratoire, pleurait. Oui, maintenant il gémissait comme un enfant, et ses sanglots, après la fureur insensée qui avait secoué sa vieille carcasse, étaient un bienfait. Il le sauvait en le soulageant. Aussi y trouvait-il une douceur inusitée, s'attardait-il à ses larmes comme à une onde rafraîchissante.